Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bricole Audio. Aujourd'hui on va parler des câbles et connecteurs en sonorisation professionnelle. Alors, tout d'abord l'importance de la qualité du câble et du connecteur. Donc un câble qui serait mal isolé, donc aura un mauvais blindage, il va être sensible aux parasites. Et comme on travaille dans un milieu qui est parasité, on peut avoir des systèmes HF, donc des systèmes sans fil, que ce soit des micros, même de plus en plus maintenant des tablettes, des smartphones, des choses comme ça. On a des rayonnements électromagnétiques, des alimentations à découpage, des gradateurs lumière qui hachent le courant et autant d'appareils qui font des perturbations électromagnétiques. Donc les câbles qu'on utilise en audio sont des câbles qui véhiculent des basses tensions et donc ils doivent être correctement blindés et souples pour une installation mobile, temporaire. Ils doivent aussi être solides et avec une impédance adaptée. Les connecteurs sont souvent sollicités, ils sont branchés, débranchés, transportés, ils tombent, ils sont soumis à des contraintes mécaniques, ils doivent donc être solides, blindés, et le serre-câble ou le presse-étoupe qui est à l'intérieur du connecteur doit être adapté au câble et fonctionnel. Donc retenir le câble, mais sans trop l'écraser. La nature du signal, qu'est-ce qu'on va transporter dans ces câbles et ces connecteurs? Ça va pouvoir être des signaux audio, analogiques ou numériques. C'est vrai que la plupart du temps on pense tout de suite à l'analogique, mais de plus en plus on utilise des formats numériques pour transporter le signal entre une scène et la régie par exemple. De plus en plus il y a des boîtiers de scène qui font la conversion analogique vers numérique, ce qui fait qu'au lieu d'utiliser un énorme câble qui va transporter toutes les paires microphoniques jusqu'à la régie, on utilisera juste une petite fibre optique ou un câble RJ45, un câble réseau. Voilà, ça peut être une transmission de manière électrique pour les micros, les niveaux lignes, haut-parleurs, ou une transmission optique, donc dans le cadre du numérique, que ce soit donc un format SPDIF, ADAT, MADI, il y a plein de formats qui ont débarqué ces dernières années avec les consoles numériques. Mais on transporte encore les signaux comme le SPDIF qui eux datent plus des années 80 à la période du CD audio. Et donc la grosse différence entre les deux, c'est que le signal analogique il est en basse fréquence, très basse fréquence par rapport au numérique puisque c'est inférieur à 20 MHz, à 20 kHz, alors que les signaux numériques sont eux en très haute fréquence supérieure aux mégahertz, donc aux millions de hertz. Pour nous y repérer dans tous ces câbles, on va utiliser le code des couleurs international. C'est le même code couleur que pour les résistances en électronique. Donc que ce soit pour repérer les longueurs de câble ou les numéros de ligne, on va utiliser ce code. Par exemple, un câble de 5 mètres, il sera repéré avec une bague verte. Vert, c'est 5. Donc si on veut, dans un tas de câbles, repérer rapidement une longueur de 5 mètres, on va choper le câble où il y a une bague verte ou un scotch vert. Voilà. Pour un câble de 15 mètres, ça sera marron-vert. Donc ça c'est pour les longueurs de câble, mais également pour l'utilisation des multipaires. Donc les multipaires, ce sont ces câbles qui regroupent plusieurs paires de câbles à l'intérieur. Quand on doit transporter 4, 8, 16, 24, voire 32 signaux audio, on ne va pas tirer 32 câbles, on va tirer un gros câble dans lequel il y en a 32. Sauf qu'à la sortie, ce gros câble, il se split, il s'éclate, c'est pour ça qu'on appelle ça un éclaté d'ailleurs, il s'éclate en 32 fils et 32 prises. Ça commence à faire du monde. Et pour s'y repérer, si c'est juste des tout petits numéros qui soient marqués sur le connecteur ou sur le câble, étant donné que le câble est assez fin, c'est pas très lisible. Donc si on utilise ce type de bague, eh ben on va très rapidement pouvoir repérer le câble qui nous intéresse. On veut la paire numéro 2, on va prendre un câble avec une bague rouge. On veut, je sais pas, le câble numéro 12, eh ben on va repérer une bague marron-rouge. Si on voit marron-rouge, on sait que c'est 12, hop, on le prend. C'est quand même beaucoup plus simple de retrouver des couleurs que des tout petits numéros, à moins d'être daltonien. Voilà. Alors, pour la suite, on va parler des liaisons symétriques et asymétriques. En audio professionnel, on utilise des câbles symétriques et non asymétriques, comme sont plutôt utilisés dans le milieu amateur ou semi-pro. La grosse différence, en fait, c'est que le câble asymétrique, il est composé de deux fils. Le câble symétrique,
il en utilise 3. On ne voit pas le troisième. Le troisième, c'est la masse. Donc une liaison asymétrique, c'est une liaison qui comporte 2 conducteurs, dont un sert également de blindage et est relié à la masse. En fait, concrètement, on a notre référence, le 0 V, qui est également la masse, le blindage, et notre conducteur principal, l'âme du câble, qui lui transporte le signal audio. Donc en gros, on a 0 V et un câble qui lui varie, a une tension qui varie en fonction de l'image du signal acoustique qu'on souhaite transporter. Puisqu'en fait, un signal acoustique, c'est une onde sonore, un déplacement d'air, et un microphone, par exemple, qui va capter ce déplacement d'air, il va le transformer en valeur électrique, en une tension électrique. Cette tension, elle sera alternative, elle va varier autour du 0 V, tantôt positive, tantôt négative. Sur une liaison symétrique, on a 2 conducteurs qui servent au transport du signal, et le troisième, c'est la masse, le blindage. Donc le signal est vraiment transporté entre ce qu'on va appeler le point chaud et le point froid. Le point chaud, c'est le câble qui, à un instant T, aura, mettons, une valeur positive. À ce même instant T, le point froid aura une valeur négative. Donc en fait, le signal, c'est pour ça qu'on dit qu'il est symétrique. Il y a comme un miroir entre les 2 tensions présentes sur les câbles, par rapport au 0 V, par rapport à la masse. Donc quand l'un est positif, l'autre est négatif. Alors, pour information, si on coupe la masse sur une liaison symétrique, ça marche encore. Le signal passe toujours puisqu'il est véhiculé entre ces 2 points, chaud et froid. Donc ça, c'est le côté émetteur. Et puis au récepteur, on récupère bien notre signal en sortie. Alors, à quoi ça sert tout ça? Sur des grandes longueurs de câble, on est plus facilement parasité par donc ce que je disais tout à l'heure, le rayonnement des gradateurs, les rayonnements électromagnétiques, les champs magnétiques qui peuvent nous environner, et les perturbations haute fréquence qui peuvent finir par devenir audibles. Sur un circuit asymétrique, s'il y a un parasite qui arrive à traverser le blindage, il va se retrouver sur le conducteur du signal. Et donc on va avoir un signal parasité. On aura notre image, donc signal alternatif, plus notre petit pic de tension parasite. Sur un signal symétrique, en fait, il va se passer exactement la même chose. Le parasite va quand même passer à travers le blindage, mais ce qui va nous intéresser, en fait, c'est qu'il va impacter les 2 câbles de manière identique. Et comme le principe de la liaison symétrique, c'est qu'au récepteur, on soustrait le point froid au point chaud, et bien, sur un signal audio, ça marche bien, puisqu'on a un signal où, à un instant T, mettons, on a une valeur de 1, elle est positive. L'autre côté, c'est une valeur miroir, c'est symétrique, donc on n'aura pas 1, on aura moins 1. Le signal résultant, ça sera 2. 1 moins moins 1 égale 2. Alors, si on a un parasite qui se pointe, on a dit, il impacte les 2 câbles, les 2 conducteurs de la même manière. Donc, mettons, on a un parasite qui a une valeur de 1 sur le point chaud. Il a également une valeur de 1 sur le point froid. Côté récepteur, on va faire point chaud moins le point froid, 1 moins 1, résultat 0. On a annulé le parasite. Mais on conserve notre signal audio. Donc sur un câble, on a donc nos 2 conducteurs, le point chaud, le point froid et le blindage. 3 conducteurs. Généralement, le point chaud, ça sera la couleur la plus chaude des 2 câbles, et le point froid, la valeur la plus froide. Donc là, sur cet exemple-là, on a un câble qui est blanc et bleu. Et bien, le blanc, ça sera le point chaud, le bleu, ça sera le point froid. Si on a un câble qui est rouge et noir, le rouge, ça sera le point chaud, le noir, ça sera point froid. On ne parlera pas de plus et moins, puisqu'on est dans un signal alternatif, donc il n'arrête pas de changer de polarité. On ne peut pas vraiment parler de plus. On parle d'un point chaud par convention. Voilà. Donc si je relis mon petit texte, avec une liaison symétrique, le problème ne se pose plus, le signal n'étant pas véhiculé par le blindage mais entre les 2 conducteurs, protégés par le blindage. Si la liaison parasitée, on retrouvera la même tension parasite sur le point chaud et le point froid par rapport à la masse, et il n'y aura donc pas de différence de potentiel entre point chaud et point froid. Le parasite sera donc annulé. Ensuite, on va parler des connecteurs symétriques. Il y a 2 grands types de connecteurs symétriques qu'on utilisera dans le monde professionnel, c'est la fiche XLR et la fiche Jack 635. Ils ont tous les deux 3 broches pour véhiculer les 3 tensions
de notre signal symétrique. Donc les connecteurs symétriques peuvent véhiculer un signal asymétrique, et pour ça, il suffit de relier le point froid à la masse. Et on se retrouve avec un conducteur qui fait à la fois masse et point froid, et le deuxième conducteur, il fait le point chaud. Ses avantages, donc ça permet la transmission d'un signal dit symétrique. Ça ne provoque pas de court-circuit à la connexion. Il est muni d'un clip de sûreté qui évite la déconnexion intempestive. Donc quand on tire par mégarde sur un câble, il ne faut pas qu'il se débranche. Si ce connecteur-là, il sert à brancher un micro, il ne faut pas que, si le fil est retenu, que le micro se débranche tout seul. Sinon, on n'entend plus le chanteur, ça peut être gênant. Ou si le chanteur est un peu bourrin et joue au lasso avec son micro, il ne faut pas que le micro parte dans la foule et aille rentrer dans la tête de quelqu'un, ça serait gênant. C'est à la fois dans sa forme la plus classique un câble et une rallonge, contrairement aux connectiques jack, cinch et BNC. Le jack ou la cinch, la RCA, généralement c'est un connecteur mâle-mâle. On ne peut pas s'en servir de rallonge, c'est juste pour brancher une source à un récepteur. Alors que l'XLR, ça permet de se brancher une source à un récepteur, donc un micro à une console, mais si on rajoute un deuxième câble XLR derrière, comme c'est mâle et femelle, on peut le rallonger. Alors qu'un jack, c'est mâle-mâle, on ne peut pas le rallonger, avant d'avoir une rallonge ou un adaptateur jack femelle-femelle, mais c'est le genre de choses qu'il faut éviter absolument parce que c'est pas un excellent connecteur au niveau de la conductivité, ça peut créer des faux contacts, c'est pas excellent. On l'utilise donc pour les liaisons lignes, les liaisons micro et également dans d'autres domaines comme le DMX en lumière. Alors en DMX on utilise généralement des XLR 5 points, c'est-à-dire qu'il y a non pas 3 mais 5 conducteurs, mais de plus en plus on utilise des XLR à 3 points parce qu'en fait il n'y en a que 3 qui servent vraiment sur ce connecteur là et que la différence de prix entre un 3 points et un 5 points c'est de l'ordre du simple double. Voilà. Alors le standard c'est d'avoir la masse sur le point 1, les pinoches sont numérotées, le point chaud sur le point 2 et le point froid sur le point 3. Pour la petite anecdote, il y a encore un paquet d'années, dans les années 80 et aux États-Unis, le point chaud était en 3, au lieu d'être en 2. On n'en retrouve peu du matériel câblé comme ça, mais sachez que ça peut arriver. Ensuite, la fiche jack. Donc la fiche jack, elle peut servir pour des liaisons symétriques, pour des liaisons asymétriques, pour des liaisons lignes stéréo asymétriques ou pour des câbles dits d'insert. Donc ça existe en plusieurs tailles. Il y a le jack quart de pouce, donc 6,35 mm, c'est le diamètre du connecteur. Donc il y a le 6,35, le 3,5 et le 2,5. Donc il y a le 6,35 qu'on appelle communément le gros jack, le 3,5 qui est le mini jack, le jack miniature, et le 2,5 qui est le jack sub-miniature. Le 3.5, vous le rencontrez sur les prises casque des baladeurs. Le 2.5, vous le rencontrez, mais rarement sur des smartphones et des appareils dans le genre. Le 2.5, on va le fuir comme la peste parce que c'est très fragile et que c'est pas un très bon conducteur non plus, comme les points sont tout petits. Et le 3.5, c'est un peu pareil, et puis c'est fragile. Donc voilà, dans le monde professionnel, on n'utilise que du 3.5, du 6.35, pardon. Donc le 635, bien qu'encombrant, est suffisamment robuste pour un usage sur scène, c'est pour ça qu'on l'utilise comme connecteur sur les guitares, sur les claviers, et il garantit un meilleur contact électrique que les autres. Même si les deux autres, les 3.5 et 2.5, sont moins coûteux et moins encombrants, c'est au détriment de la qualité et de la robustesse. Donc il a plusieurs usages, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut être mono ou stéréo, symétrique ou asymétrique, et utilisé donc sinon pour câbler un insert sur une console. Alors, les différents usages, on le retrouve sur le petit tableau là. Si c'est pour un signal mono asymétrique, il n'y aura pas d'anneau, il va ressembler à ça. On va parler de jack TS, type sleeve, la pointe et la masse. Si on a un connecteur symétrique, on aura un jack à 3 points. On va appeler ça un jack TRS, type ring sleeve, type la pointe, ring l'anneau, sleeve la masse. Si c'est stéréo, on aura toujours la masse, mais au lieu d'avoir un point chaud, un point froid ou autre chose, on aura notre canal gauche et le canal droit.
Et puis enfin, si c'est un jack d'insert, le jack d'insert c'est ce qu'on retrouve sur les consoles son analogiques. C'est ce qui nous permet d'insérer un périphérique du type équaliseur, compresseur, peu importe, d'insérer un traitement en série entre le préamplificateur et le mixage à proprement parler. C'est-à-dire que la console, elle va préamplifier, mettons, un microphone, le ramener donc d'un niveau micro à un niveau ligne. Ensuite, le signal audio va sortir par ce jack d'insert, il va être traité et il va revenir par ce même jack d'insert. Ce qui fait qu'on pourra avoir la masse, une entrée, une sortie. Le principe de l'insert, c'est que tant qu'il n'y a rien de branché, le signal y passe. Dès qu'on branche un câble, la console dévie son signal pour le faire passer par le périphérique et il revient. Voilà. Ensuite, on a la fiche RCA, ou appelée également cinch. Donc ce connecteur sert principalement aux liaisons audio et vidéo non professionnelles. Voici pourquoi. C'est un connecteur sans verrouillage mécanique. Si on tire dessus, il se débranche. Et en plus, s'il se débranche, la masse elle est coupée en premier. On a un risque de bzzz en cas de déconnexion. Et je m'explique. Quand vous le débranchez, la pointe elle est plus longue, elle dépasse de la broche de masse. Hein, on la voit ici, qui dépasse. Donc quand on débranche, d'abord on retire la masse, mais le conducteur central, l'âme du câble, elle reste enfoncée dedans. Donc d'un coup, notre émetteur il se transforme en juste, non plus un émetteur avec deux fils, mais un seul. Donc ça fait comme une énorme antenne à parasite qui vient polluer le récepteur. Donc si le récepteur c'est un ampli qui est ouvert avec le volume à fond, ça peut faire du bruit. Donc on retrouvera ce connecteur principalement en liaison ligne, en Hi-Fi et pour le matériel DJ, c'est-à-dire lecteur CD, platine vinyle. On va aussi le retrouver en vidéo, en vidéo non professionnelle bien sûr, pour un signal composite, YQV. Donc on va voir ça dans les lecteurs DVD et les anciennes consoles de jeux vidéo. La fameuse fiche ronde, jaune, à côté du rouge et blanc pour l'audio. Ensuite, on change de niveau de tension. Là, on était dans les niveaux micro, ligne. On passe au niveau haut-parleur, une tension un peu plus élevée, de l'ordre de la dizaine de volts, alors qu'avant, on était en dessous, voire au niveau du volt. Le connecteur Spicon, il est intéressant parce que il a un verrouillage et il est protégé, isolé. Tant le mâle que la femelle, on ne peut pas mettre les doigts dedans. Et comme en niveau haut-parleur, on est au-delà de la dizaine de volts, qu'on peut atteindre la centaine de volts, et il ne s'agirait pas de mettre les doigts dans les fils, dans les prises. Donc les connecteurs Spicon, créés par la firme Neutric, sont utilisés pour effectuer la liaison entre un amplificateur et des enceintes de diffusion sonore. Il en existe de deux tailles différentes. Il y a les Spicon à 2 ou 4 contacts, qu'on appellera Spicon 4. C'est le même format, que ce soit 2 ou 4 contacts, ils ont la même gueule. Un connecteur à 2 peut rentrer dans un 4 et vice versa. Donc les Spicon à 2 contacts ne possèdent que les contacts appelés plus 1, moins 1, alors que les Spicon à 4 contacts possèdent des contacts plus 1, moins 1 et plus 2, moins 2. Alors pourquoi 4 contacts sur une seule fiche? Et bien la raison c'est qu'on peut s'en servir pour alimenter des enceintes qui seraient biamplifiées, c'est-à-dire où le filtrage ne se ferait pas dans l'enceinte mais en amont de manière électronique, active, soit analogique soit numérique, mais concrètement, il y a besoin de 2 pattes d'ampli, ou d'un ampli stéréo, mais de 2 amplificateurs pour une seule enceinte. Si c'est une enceinte 2 voix et un tweeter, un médium grave, il y aura un ampli dédié pour le tweeter, un autre pour le médium grave. Et chez certains constructeurs, on utilise donc des enceintes biamplifiées, une paire de conducteurs pour le tweeter et l'autre pour le médium basse. Il y a cet usage-là, mais il y a aussi l'usage tête et sub. Chez la marque Nexo, si on prend le cas d'une PS10 avec une enceinte large bande avec un caisson de basse LS500 par exemple, qui va se charger lui uniquement du grave, et ben on aura la tête en plus 2, moins 2, et en plus 1, moins 1, on aura le caisson de basse. Voilà. Alors il existe aussi la fiche Spicon 8, qui a elle 8 contacts. On peut donc alimenter 4 enceintes avec, ce qui va être assez intéressant pour ne tirer qu'un seul câble pour alimenter directement, mettons, 4 retours de scène. Si on a les amplis d'un côté, les retours de l'autre, côté ampli, on va directement brancher une Spicon 8 dans un rack d'ampli. Le câblage sera fait en interne. Et côté plateau, le Spicon 8, on va le brancher dans un boîtier où il y aura une fiche femelle
avec le Spicon 8 et derrière 4 fiches Spicon 4 pour alimenter 4 retours de scène différents. On peut imaginer le même cas de figure avec un système line array quand on a des grappes, des bananes d'enceinte. Alors sachant que mettons chez l'acoustique, sur un système Cara, on va utiliser un ampli pour 3 enceintes. Si on a un stack avec 9 enceintes, on va avoir besoin de 3 câbles pour alimenter nos enceintes. Et au lieu de tirer 3 câbles, on tirera juste un seul câble avec 8 connecteurs avec un Spicon 8. Et ça va être plus simple. Chez d'autres constructeurs, on n'utilise pas le Spicon, mais la fiche EP. Chez DNB par exemple, c'est beaucoup de fiches EP. Donc ça existe en 3, 4, 5, 6, 8 contacts. Donc autant de contacts que de pinoches sur le connecteur. Et c'est un peu comme le Spicon. La seule différence, c'est que le Spicon, le système de verrouillage, c'est un petit loquet. On tire dessus, et pour le débrancher, on tire dessus, on dévisse d'un quart de tour, et on tire. Et pour le brancher, on l'enfonce et on visse d'un quart de tour. Là, l'EP, c'est simplement comme l'XLR, un petit verrou, un petit latch. On appuie sur le truc et on peut le débrancher. Et puis pour brancher, on enfonce simplement la fiche. Voilà. Ensuite, il existe également les connecteurs de patch. Alors ceux-là, on les rencontre un peu moins souvent, en sonorisation en tout cas, en studio un peu plus, éventuellement dans des salles, dans des lieux fixes, quand il y a une baie de brassage pour changer l'ordre d'un patch par exemple. Donc celui qu'on retrouve le plus couramment finalement, c'est le TT ou Bantam. TT pour Tiny Telephone. C'est un connecteur qui est issu du monde de la téléphonie. Il a un diamètre de 4,4 mm et c'est sans doute la connectique de patch la plus répandue. C'est pas compatible avec le jack standard. Il y en a un, on pourrait croire qu'il est compatible avec le jack standard, mais c'est pas le cas. Attention, c'est la GPO. Donc le standard GPO qui fait un quart de pouce, 6,35 mm, comme le jack 6,35, mais c'en est pas un. Et donc très proche du jack classique. Mais attention parce que si on entre une embase GPO, un jack classique dans une embase GPO, on va la casser. En fait, c'est pas fait exactement de la même manière. Vous voyez, il n'y a pas tout à fait les mêmes diamètres partout. Et puis sinon, il y a les connecteurs FRB, ces petits sucres là qu'on voit eux beaucoup plus souvent dans les studios. C'est des petits blocs en 3, 6, 9 contacts. Et donc c'est assez pratique en télé, en radio pour leur fiabilité. On en voit de moins en moins, mais on en voyait beaucoup en radio, chez Radio France par exemple. Voilà. Ensuite, les connecteurs optiques. Pour relier à l'époque, pour relier un mini-disque à une platine CD qui sortait en optique, on pouvait utiliser un connecteur Toslink vers Mini-Toslink. Le Toslink ça ressemble à ça, Mini-Toslink ça ressemble à ça. Le Mini-Toslink ça ressemble un petit peu à un jack. Et c'est normal d'ailleurs parce que ça s'enfonçait dans les prises jack. À une époque sur les lecteurs, les baladeurs mini-disques, il n'y avait pas la place pour mettre une vraie fiche de prise optique. Donc on utilisait une entrée optique au format jack. Au fond du jack, il y avait une petite cellule pour recevoir les informations numériques. Donc ça peut servir pour du SPDIF ou de la date. L'SPDIF, c'est donc le format un petit peu grand public de la transmission audio numérique. La version professionnelle, ça s'appelle l'AES-EBU. Ça transporte donc 2 canaux. Et puis sinon, il y a l'ADAT qui existe, qui lui permet de véhiculer 8 canaux, qui est un format qui a été créé par Alesis dans les années 90, fin 80. Et qui permettait d'utiliser des enregistreurs 8 pistes et de relier assez facilement les appareils entre eux juste avec une petite fibre optique. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y en a plus. À bientôt.